tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Économique et écologique. Et si vous louiez votre sapin de Noël en ce mois de décembre, l'idée se développe dans la Sarthe. Chaque année, les mêmes familles retrouvent le même sapin, nous expliquera LMTV Sarthe dans quelques instants. TV5 Monde diffusera le 11 décembre une série d'émissions appelée Philoscopie, présentée par le philosophe Tom Benoît. Des invités exceptionnels, Jean Nouvel et Michel Onfray, seront dans cette émission. Nous en verrons un extrait dans un instant dans ce journal. Elles sont toutes légendaires, font rêver n'importe quel automobiliste. Les plus belles voitures du monde ont rendez-vous chaque année à Monaco pour le salon Top Marque, un événement dans lequel s'est glissée la caméra de Christophe Rigaud pour l'émission Monte Carlo Riviera. Extrait à découvrir dans ce journal. Et puis en fin d'édition, la rédaction de Via Occitanie nous emmènera dans les allées féeriques du Festival des Lanternes de Montauban, un événement magique et un voyage tout en lumière vers la Chine. Mais on débute donc ce journal avec cette action en faveur de l'environnement. Il est désormais possible de louer son sapin de Noël. Le principe est simple. Au lieu de vous débarrasser de votre conifère à la fin des fêtes, celui-ci est stocké et entretenu dans une pépinière en attendant l'hiver prochain. Une idée qui séduit de plus en plus de familles, comme vous allez le voir avec ce sujet d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Des sapins à louer pour Noël. C'est le concept de ce pépiniériste du Nord Sarthe. Il vous fournit l'arbre dans un pot et après les fêtes de fin d'année, il récupère le sapin et le replante jusqu'au Noël suivant. La première année, les gens payent la valeur du sapin, de façon à ce qu'ils soient responsables du sapin. S'ils ne l'ont pas du tout arrosé chez eux, donc il va revenir complètement sec. Et donc en fin de compte, on lui met un petit numéro sur le sapin et il le récupère le même tous les ans. Économique donc, en plus d'être écologique. Ce matin, beaucoup de clients viennent avec leur ticket de l'an dernier. Chaque fois, je le reconnais avec cette partie-là et cette partie-là, qui pousse un petit peu d'année en année. Et de fil en aiguille, la plupart de ces particuliers s'attachent à leur sapin. Ils le retrouvent alors avec plaisir au moment des fêtes. Ça nous déchirait chaque année de jeter un sapin et de voir mourir un sapin. Donc là, le concept de récupérer chaque année le même et de le voir grandir finalement, voilà, c'est un membre de la famille à part entière, donc c'est chouette. Le sapin a quelques marques de la canicule, mais c'est pas grave. Pour moi, ça compte pas du tout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le retrouver, le réembellir, le retrouver chaque année. C'est super. Ludovic a lancé l'idée il y a 6 ans. D'année en année, la location de sapins fait de plus en plus d'émules. Là, on a déjà 620 personnes de l'année dernière. On en attend à peu près 300 nouveaux. C'est pas mal, ouais. Après, voilà, c'est de la manutention. Et si le sapin devient trop grand, le pépiniériste peut vous l'échanger contre un plus petit. Le vieux sapin sera alors planté en terre définitivement. Voilà, et en dessous de votre beau sapin, dans 2 semaines désormais, vous trouverez des cadeaux déposés par le Père Noël. Une mission pour laquelle il peut compter chaque année sur l'aide de la Poste. Le mois de décembre est évidemment crucial pour l'acheminement des colis. En Moselle, les équipes s'activent pour traiter des milliers de paquets par jour. Reportage dans un centre de tri avec Colline l'expert pour Moselle Télévision. 18 600 colis vont défiler sur ce tapis en l'espace de quelques heures. Ici, ils sont triés avant d'être dispatchés par secteur. Metz, Peltre, Richemont, Famec ou encore Henry, les employés de la Poste balayent 142 communes en Moselle. Après avoir été scannés, les colis sont récupérés par les opérateurs. Et pour livrer tout le monde à l'heure, il faut se lever tôt. Ce matin, je suis arrivée à 6h. J'ai fait du tri, j'ai trié ma tournée. Après, j'ai tout chargé dans mon camion et là, je pars en tournée. Je pars à 133 colis et 86 points de passage. Les camionnettes jaunes sont effectivement bien chargées quelques jours seulement après le Black Friday. Cette journée de promotion sonne d'ailleurs le début du rush de fin d'année pour la Poste. D'environ 12 000 colis triés puis livrés depuis l'agence de Voipy, le trafic va osciller entre 15 et 20 000 colis par journée jusqu'au 24 décembre. Une forte hausse de l'activité qui nécessite des aménagements. On est sur 47 agents en livraison période normale. Sur la période Noël, on va faire appel à des renforts, on va louer des véhicules. Donc là, on a 12 CDD et on a CDisé 3 agents pour la période. Et on loue également entre 4 et 5 véhicules supplémentaires. Et en rotation camion, de 3 camions livraison qui arrivent ici en agence en moyenne, chacun chargé à 3500, 4000 colis.
On passe à 6 camions qui nous livrent. En cette fin d'année, le nombre de paquets envoyés entre particuliers passe d'environ 10 à 15%. Et qu'elles soient envoyées par leur famille ou des grandes marques, ces commandes sont encore plus attendues qu'habituellement par les clients. Ils ont peur de ne pas être présents. Ils nous disent demain je dois recevoir un colis, je serai peut-être pas là, donc on leur dit sinon vous nous laissez un mot. Disant si vous voulez qu'on laisse chez un voisin ou vous pouvez aller sur le site de la Poste, demander un autre jour. Alors pas de temps à perdre pour Perrine, aussi attendue que le Père Noël, c'est l'heure de partir en tournée. Voilà, et en ces temps compliqués, les associations sont elles aussi très mobilisées. L'une des plus emblématiques est sans aucun doute les Restos du Cœur. L'an passé, la structure créée par Coluche a distribué plus de 140 millions de repas, un chiffre qui pourrait être malheureusement battu cette année avec la hausse constatée du nombre de bénéficiaires dans certains territoires. C'est le cas notamment dans les Côtes-d'Armor. Reportage de Mathilde Kemener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place en Bretagne. Ce qu'on vous propose, c'est de faire le point à la fin du mois de janvier. Vous nous direz si vous avez retrouvé du travail. La 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur est lancée. Ces 2 bénévoles étudient la situation des nouvelles personnes qui se présentent avec une nouveauté cette année, la prise en compte des charges énergétiques dans le barème de l'association. Les gens venaient déjà avec leurs factures, on les regardait bien sûr, mais officiellement on ne pouvait pas prendre en compte totalement ces charges-là. Ce qui fait qu'en prenant en compte ces nouveaux éléments, on arrive désormais à accepter quasiment toutes les demandes des familles. Pour cette jeune maman par exemple, l'augmentation des prix n'était plus tenable. Ce matin, elle pousse la porte des Restos du Cœur pour la première fois. Avec la crise et tout ça, c'est devenu compliqué de se nourrir et de s'habiller ou d'acheter des choses pour notre enfant. Ça augmente très vite, le lait, les couches. Donc c'est vrai que les Restos du Cœur allègent beaucoup mon budget. L'association s'attend à une augmentation très importante du nombre de personnes accueillies. On a fait un test sur 3 départements pilotes par rapport à notre changement de barème et on aura une augmentation qui va se situer entre 20 et 30%. En parallèle, les bénévoles pointent un volume de denrées à distribuer en diminution. Depuis 2018, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins de marchandises. Il y a des fois où j'ai fermé complètement le rideau, où j'avais pas de yaourt du tout. Dans les magasins, la ramasse est moins importante. Je crois que les magasins ont développé aussi l'anti-gaspi. Il y a des rayons anti-gaspi. C'est une bonne chose, il ne s'agit pas de critiquer. Donc de fait, on a moins de choses. Et les centres des Restos du Cœur sont aussi en recherche de bénévoles. On compte sur vous, un slogan qui n'a jamais été autant d'actualité. Jean-Pierre Raffarin était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ex-premier ministre est notamment revenu sur la situation de son ancien parti, les Républicains, encore à la recherche d'un leader incontesté cette semaine. Écoutez cet extrait. On connaît donc maintenant le nom des 2 finalistes de la course pour la présidence des Républicains. Les Républicains, un parti qui est issu d'une famille politique qui a longtemps été celle au sein de laquelle vous avez évolué et occupé de très nombreuses responsabilités. On se dit donc que vous ne devez pas être insensible à ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Alors ça vous inspire quoi, ce duel entre Bruno Retailleau d'un côté et Éric Ciotti de l'autre? Qu'est-ce que ça vous dit de l'avenir de cette famille politique qui a été la vôtre? Je pense que cette famille politique est en très grande difficulté. Moi, je l'ai quittée quand elle a refusé, dans l'élection présidentielle, pas la précédente, mais celle d'avant, de faire un choix entre Le Pen et Macron. Et donc, j'ai trouvé ça inacceptable. C'était pas le message ni de Giscard, ni de Chirac. Donc, j'ai quitté cette famille. Ce match-là, ça me paraît pas être le match de l'avenir. C'est un match qui est un match d'appareil. Le vrai match, il a toujours été le même. C'est le match des orléanistes, des UDF et des bonapartistes, des RPR. Édouard Philippe, la droite. Laurent Wauquiez. Bon, c'est Laurent Wauquiez pour les bonapartistes et c'est Édouard Philippe pour les orléanistes. Donc tout ce qui s'anime aujourd'hui sur l'appareil, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais enfin, c'est pas la première division. Voilà, Face au territoire avec Jean-Pierre Raffarin est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes et Centre France, La Montagne. TV5 Monde qui diffusera d'ailleurs dès le 11 décembre une série d'émissions appelée Philoscopie, présentée par le philosophe et essayiste Tom Benoît. Le premier numéro abordera de nombreuses problématiques architecturales et urbanistiques avec 2 invités exceptionnels, Jean Nouvel, très rare à la télévision, et Michel Onfray, extrait de l'émission. Donc je ne pense pas que la ville elle soit obligatoirement libérale, d'une part. D'autre part, quand vous dites la ville c'est l'argent, la campagne aussi.
C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'argent dans les campagnes, il faut... C'est-à-dire que c'est plus dilué et plus direct. Parce que quand je parle d'argent, je voudrais apporter une définition par rapport à l'argent. Je pense que toute monnaie, toute traduction financière en tout cas, représente de l'énergie. La catastrophe aujourd'hui, c'est qu'on atrophie l'architecture, on la banalise, donc on assiste à la mort de l'architecture. Alors est-ce qu'on manque également d'éducation ? La mort de l'architecture, ça veut dire qu'il faut revenir à ces discussions théoriques du début du XXe siècle et la différence entre construction et architecture. La condition de possibilité des énergies douces, c'est l'énergie nucléaire. Sans énergie nucléaire, pas de possibilité de frimer avec les écologies douces. Bon. Moi, je dis, vous voulez vraiment faire des efforts. Là, on dit, oh là là, Poutine, le grand méchant, il va falloir absolument qu'on invente quelque chose, parce qu'on ne va pas pouvoir se passer de son gaz. Il va falloir qu'on se passe de son gaz. Donc, il va falloir que dans les foyers, on puisse baisser d'1 ou 2 degrés. Tout le monde, là, il va falloir, etc. Ah, mais moi, je propose un truc formidable. 6 mois sans ordinateur. Philoscopie, une émission donc à découvrir à partir du 11 décembre à 17h30 sur TV5 Monde. Sans transition dans ce journal, prenons la direction de la Haute-Savoie où la ville d'Annecy vient d'inaugurer une douzaine de casiers solidaires. Cette initiative venue du Portugal permet aux personnes sans abri de disposer d'un endroit sécurisé pour entreposer leurs affaires. Un casier est une clé symbolique pour des personnes éloignées parfois des habitudes sociales les plus basiques. Précision et explication avec ce reportage de Victoria Lopez pour 8 Mont-Blanc sur place. Un endroit pour abriter ses effets personnels. Cela peut paraître bien peu de choses, mais quand on vit dans la rue, un casier peut faire toute la différence. Pour permettre aux sans-abri de stocker leurs affaires, la ville d'Annecy a installé 12 cases comme celle-ci. Si le concept est né au Portugal, il est porté en France par l'association Emmaüs Alternative. Le casier solidaire, c'est une clé vers la sortie de rue. En fait, c'est la possibilité pour une personne qui vit à la rue de mettre à l'abri ses effets personnels. À la fois les sacs avec ses quelques vêtements, son sac de couchage, et souvent le plus important, c'est quelques papiers, des justificatifs anciens de domicile, une pièce d'identité. Pouvoir mettre tout ça à l'abri parce que pour un sans domicile fixe, le risque de vol entre pairs sur les effets personnels, il peut être important. Les casiers seront proposés aux sans-abri par l'Armée du Salut lors de ces maraudes. Ceux qui souhaitent en bénéficier seront orientés vers le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui leur remettra une clé. La symbolique de la clé est très importante et on le voit dans l'expérience qu'on a depuis 4 ans sur Montreuil. Depuis 4 ans, on exploite 24 casiers solidaires sur Montreuil. Il n'y a jamais eu de perte de clé. En 4 ans, en fait, c'est presque un des biens les plus précieux que vont récupérer ces personnes, qui gardent souvent autour du cou avec une dragonne et qui gardent précieusement parce que à l'intérieur, c'est leurs affaires. La ville d'Annecy a choisi 2 emplacements pour ces casiers, l'un sur la place des Romains et l'autre à l'angle de l'avenue du Rhône et de l'avenue de Lauverchie. La première exigence, c'était d'être près des sans domicile fixe, c'est-à-dire près du centre-ville. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que ce soit un endroit où on pouvait passer facilement la police municipale, parce qu'il n'était pas question que ça fasse des attroupements et ça crée de nouveaux problèmes, de nouvelles zones de problèmes. La troisième chose, c'est qu'il fallait que ça soit sur des terrains de la ville. Et il fallait que, d'autre part, les monuments historiques nous donnent l'autorisation. La ville estime à 200 le nombre de personnes en errance dans ces rues. La municipalité a investi près de 40 000 € pour l'installation de ces casiers solidaires. Une action pour l'insertion sociale qui nous amène à parler à présent d'une toute nouvelle récompense littéraire, le concours des détenus. Appuyé sur le fameux prix Goncourt, cette première édition dévoilera son lauréat le 15 décembre prochain. Jusqu'alors, ce sont 500 personnes incarcérées et 31 établissements pénitentiaires qui ont accueilli des ateliers et des rencontres avec des auteurs, comme vous le voyez sur ces images de Vosges Télévision. Une opportunité rare et originale dans le milieu carcéral pour favoriser l'accès à la culture. Écoutez ces propos récoltés par Marie Dabiel-Rogovitz et Anne Didier sur place. Au fur et à mesure, plus ils avaient lu, plus ils avaient de mots à donner, donc ils prenaient confiance, ils se redressaient, ils souriaient. On a vu vraiment l'engagement qu'ils ont mis dedans, à nous harceler pour avoir tel ou tel livre rapidement, parce qu'ils lisaient plus vite qu'il ne fallait. De participer à une opération d'envergure nationale et qui est connue de tous, c'est vraiment leur permettre de participer à ce choix, que leurs paroles soient entendues, que leurs émotions soient portées, soient partagées. Voilà, et c'est donc jeudi prochain que sera dévoilé à Paris le premier lauréat du prix Goncourt des détenus. L'annonce de sa production le mois dernier avait déclenché une vive polémique. La mascotte des Jeux Olympiques de Paris sera finalement produite à 50% en France, en Bretagne plus précisément.
Une fierté évidemment pour l'entreprise fabricante et ses salariés. À cette occasion, 40 employés viennent d'être embauchés. Reportage de Raphaël Tondrio-Gauthier pour TVR sur place, regardez. Difficile de se concentrer quand les projecteurs sont braqués vers soi. Entre 500 et 600 000 petites peluches comme celle-ci seront fabriquées ici, à la Garge de Bretagne. Alors forcément, on n'est pas peu fiers. C'est un peu impressionnant, mais c'est chouette aussi. C'est bien que ça fasse découvrir notre entreprise aussi, au-delà des mascottes. Je suis née à la Guerche même, donc je ne veux pas qu'on parle de ma ville comme ça, à la télé, puis voilà, à grande échelle, c'est un honneur aussi en fait. Car l'entreprise revient de loin. En 2019, les ateliers de Maïlou Tradition sont rachetés par le Parisien Doudou et compagnie. Un déménagement, des embauches et quelques formations après, les couturières ont du pain sur la planche. En parallèle des autres peluches, elles fabriqueront à terme près de 50% des mascottes du groupe, l'autre moitié étant fabriquée en Chine. Il y a un an, on a commencé ici, on était 5 personnes, il n'y avait rien de tout ce que vous voyez. On a été formé par Madame Brault, qui était avant gérante de chez Maïlou. Moi je viens vraiment d'un autre univers. Et on est super fiers. Pour accélérer la cadence, une quarantaine d'employés supplémentaires va être embauchée. L'objectif, une production de 1000 peluches par jour. Le pari, c'est de conserver les emplois. C'est-à-dire que parallèlement, Paris 2024, c'est un levier colossal. Tout l'enjeu de notre équipe, c'est de prévoir tous les outils, toutes les gammes, tous les modèles, tous les partenariats qui vont nous permettre de maintenir l'usine. Pour l'occasion, le grand patron de l'événement a fait le déplacement. Tony Estanguet est même reparti avec sa propre peluche. Comptez 39 € pour ce frige, c'est son nom, Made in France et surtout Made in Ille-et-Vilaine. Et si au collège, les heures dites de colle étaient remplacées par des actions pour l'environnement marin, l'idée pourrait surprendre les plus jeunes qui nous écoutent. C'est pourtant bien l'idée déployée par l'association J'aime ma mer. En Corse, où elle vient de mener une opération, des élèves vont participer à une collecte de déchets sur la plage. Bien plus qu'une punition, une bonne action pour la préservation des espaces naturels. Écoutez à ce propos l'initiateur de ce projet au micro d'Angèle Ricciardi de la rédaction de Via Télé Paese sur place. Ça m'est arrivé d'être collé quand j'étais plus jeune et finalement ça ne servait pas à grand chose. On était sur une table à gratter du papier. Et je me dis ce serait bien de transformer ces heures en quelque chose d'efficace et d'intelligent et puis quelque chose qui peut servir à d'autres. Ce qui est important, c'est pas une punition. C'est-à-dire que déjà il faut que les élèves soient volontaires. Ils ne sont pas obligés de venir, donc ça c'est important. Les parents sont d'accord. Donc si le gamin n'a pas envie de venir, il ne vient pas, il fait son heure de colle à l'intérieur. Mais c'est vraiment une démarche volontaire de leur part. Voilà, et l'un des déchets les plus polluants pour l'environnement et les milieux marins, ce sont évidemment les mégots de cigarettes. On estime chaque année qu'entre 20 et 25 000 tonnes de mégots sont jetés en France. Un fléau qui impacte bien sûr les espaces publics et les collectivités. Ces dernières tentent de réagir. À Bougival, dans les Yvelines, la mairie vient d'investir dans des marqueurs au sol pour sensibiliser les fumeurs. Reportage de Julien Leroy pour TV78, la chaîne des Yvelines. Donc vous avez des résidus de mégots là, derrière, et là il y a un amas là. Face à ces actes d'incivilité, la mairie de Bougival passe à l'action. Des clous en laiton ont été installés en novembre au niveau des avaloirs d'eau de la commune. Objectif de ce dispositif, ne rien jeter, ici commence la mer, rappeler aux citoyens les conséquences environnementales du jet de mégots dans l'espace public. Généralement présents en bord de mer, ces clous peuvent surprendre dans une ville yvelinoise. Bougival est une ville d'eau, puisque nous sommes le long de la Seine. Et tous les mégots qui arrivent par les eaux pluviales dans les avaloirs se déversent dans la Seine en masse et suivent donc le parcours de la Seine et se jettent dans la mer. 20 clous ont été installés pour un coût de 2 000 € à la commune. Bougival espère un investissement utile. Chaque agent de propreté passe 1 heure par jour au ramassage des mégots selon la mairie. C'est très difficile de verbaliser les personnes. La démarche aujourd'hui de Bougival est de sensibiliser de manière pédagogique. Je trouve ça toujours très sympa effectivement de faire prendre conscience aux gens que attention, la mer c'est pas à des milliers de kilomètres, c'est là, c'est tout de suite maintenant. Ça va pas les empêcher de fumer. Ça peut peut-être leur donner mauvaise conscience s'ils jettent par terre, mais voilà, je pense pas que
je pense pas que ça va faire changer leur habitude. D'après une étude de la Commission européenne, les mégots de cigarettes sont le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes derrière les bouteilles. Le ministère de la Transition écologique estime entre 20 000 et 25 000 tonnes la quantité de mégots jetés en France chaque année. Porsche, Maserati, Bugatti ou encore Bentley, les plus belles voitures du monde étaient exposées lors du salon Top Marque à Monaco, un événement automobile unique consacré aux modèles les plus rares de la planète et dont vous retrouverez les coulisses dans le prochain numéro de l'émission Monte Carlo Riviera, diffusée dimanche sur TV5 Monde. En attendant, voici un extrait consacré, vous allez le voir, non pas à des voitures, mais à une moto volante. C'est spectaculaire, regardez. L'innovation est aussi au rendez-vous à Top Marque. Et cette année, les véhicules volants sont à l'honneur. Car aujourd'hui, se déplacer dans les airs n'est plus une fiction, mais une réalité. C'est le cas de la X-Turismo, une moto volante made in Japan. This is air mobility hover bike, like hover bike. This is maximum 2 people can ride them and drive him, and very easy to drive. No need training. Just sit and just switch, and very easy. Des véhicules volants qui peuvent être aujourd'hui utilisés dans des conditions particulières en fonction des pays. Voilà, pour en savoir un peu plus sur cette moto étonnante et sur les plus beaux véhicules au monde, eh bien rendez-vous dimanche à 12h20 et mardi à 19h pour voir le prochain numéro de Monte Carlo Riviera sur TV5 Monde. 5 hectares de décors sublimes et d'illuminations féeriques, le festival des lanternes vient de débuter à Montauban. Une fois encore, cette 5e édition met en lumière la culture chinoise et les richesses locales comme le rugby. D'ici la fin du festival, le 3 février prochain, les organisateurs espèrent battre un record d'affluence. Reportage pour le moins scintillant de Geoffrey Priol pour Via Occitanie. Regardez. Les lumières scintillent à nouveau pour le Festival des Lanternes, mais cette fois-ci à Montauban, la nouvelle ville hôte de l'événement. Et même si pour l'inauguration, plusieurs visiteurs connaissaient déjà le festival, la magie reste toujours la même. Magnifique, toutes ces couleurs, tous ces personnages, un bon moment et un beau moment. Ça fait rêver un peu ? Ah, c'est fait pour ça, je pense, hein. Et c'est très bien qu'on puisse le voir directement. Et je crois que le site du Cours Foucault convient parfaitement à cette manifestation. La scénographie du festival a été revue pour mieux s'adapter aux nouveaux lieux, mais avec toujours les incontournables pandas, dinosaures et l'immense vasque des 9 dragons, entièrement en porcelaine. Et sur les 4 hectares d'exposition, plusieurs hommages à Montauban ont été ajoutés. Les parachutistes qui sont bien présents sur la ville seront représentés avec une multitude de parachutes, mais aussi l'équipe de rugby. On est sur des terres de rugby, comme je dis souvent, et l'USM contre une équipe de dragons, méchant dragon, mais l'USM gagne et on le voit, c'est normal. 60 000 billets ont déjà été achetés pour le Festival des Lanternes et les organisateurs espèrent dépasser les 400 000 visiteurs d'ici le 3 février. Voilà, et à Saint-Étienne, c'était la Sainte Barbe que l'on fêtait récemment en hommage au passé minier de la ville. À cette occasion, habitants et passants ont pu assister, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de TL7 sur place, à un défilé et à un feu d'artifice. De bien belles images festives et musicales de la télévision de la Loire. Et puis bien évidemment, ce mois de décembre, nous ne pouvions pas nous quitter sans découvrir d'autres belles vues des fêtes de Noël. Cette semaine, direction Limoges, où jusqu'au 31 décembre prochain, les habitants peuvent profiter d'une ambiance toujours aussi réjouissante. Sapins, décors et marchés, l'esprit de Noël a envahi toute la ville, avec notamment la façade de la mairie. Des images bien belles de la rédaction de 7 à Limoges sur place. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.